Je suis rentré chez moi après l'incendie le plus difficile de ma carrière, épuisé, couvert de suie, ne désirant qu'une chose, voir ma fiancée. J'ai frappé à la porte et un type a ouvert, a souri et a dit « Oh, vous devez être le sapeur-pompier. » Elle arrive dans une seconde. Quand elle a entendu ma voix et a regardé au fond du couloir. Je suis rentré chez moi après l'incendie le plus difficile de ma carrière, épuisé, couvert de suie, ne désirant qu'une chose, voir ma fiancée. J'ai frappé à la porte, et un type a ouvert, a souri et a dit « Oh, vous devez être le sapeur-pompier. » Elle arrive dans une seconde. Quand elle a entendu ma voix et a regardé au fond du couloir, je suis rentré chez moi après l'incendie le plus difficile de ma carrière, croyant que le pire de la journée était déjà derrière moi. Mon équipement sentait encore l'isolant brûlé et la cendre humide. J'avais l'impression que quelqu'un avait empilé des parpaings sur mes épaules, un par un. L'intérieur de ma gorge était à vif à cause de la fumée qui refusait de partir complètement, peu importe la quantité d'eau que je buvais à la caserne. Tout ce que je voulais, c'était la familiarité tranquille de mon appartement et la personne qui était censée m'y attendre. L'intervention avait mal tourné dès le début. C'était un incendie d'entrepôt qui s'était propagé plus vite que prévu, avec des gens piégés à l'intérieur bien avant notre arrivée. Nous avons travaillé dans une chaleur qui tordait le métal et sur des planchers qui menaçaient de céder sous nos bottes. J'ai aidé à sortir 2 victimes, toutes 2 plus lourdes qu'elles n'en avaient l'air, toutes 2 immobiles d'une manière qui m'est restée en tête même après que la sirène s'est tue. Au moment où le commandement nous a finalement relevés, mes mains tremblaient de cette façon retardée qui signifiait que mon corps était encore en train de rattraper ce qui s'était passé. J'ai sauté le débriefing post-intervention et suis rentré seul en voiture. La radio est restée éteinte. Je ne voulais ni bruit, ni commentaires, ni personne pour me dire que j'avais fait du bon travail. Je voulais une douche, des vêtements propres et le réconfort de voir le visage de Camille en franchissant la porte. Cette image m'a porté à travers les embouteillages et la longue marche depuis le parking souterrain. Quand j'ai atteint l'appartement, les lumières du couloir clignotaient comme toujours. La moquette avait besoin d'être remplacée. L'endroit sentait légèrement les produits de nettoyage et la cuisine de quelqu'un d'autre. Tous des détails normaux. J'ai frappé parce que j'avais les mains pleines et parce que je m'attendais à ce qu'elle ouvre la porte, déjà souriante, déjà au milieu d'une phrase sur quelque chose sans importance. La porte s'est ouverte presque immédiatement. La personne qui se tenait là n'était pas Camille. Il était grand, détendu, portant des chaussettes qui appartenaient clairement à l'appartement et une chemise que je n'avais jamais vue auparavant. Il n'avait pas l'air surpris de me voir. Il avait l'air légèrement amusé, comme quelqu'un qui ouvre la porte pour une livraison qu'il attendait. Il a regardé mon équipement, ma veste tachée de suie, mon visage, et a souri. Il a dit quelque chose de désinvolte sur le fait que j'étais le sapeur-pompier et a ajouté qu'elle arriverait dans une seconde. Le couloir semblait se rétrécir. Le bruit provenant de l'intérieur de l'appartement n'a pas cessé. De la musique jouait doucement quelque part plus loin dans l'appartement. L'inconnu ne s'est pas écarté immédiatement. Il est resté dans l'embrasure de la porte, s'appuyant légèrement sur le cadre, à l'aise d'une manière qui ne correspondait pas à la situation. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû. Mon cerveau était lent, encore coincé quelque part entre l'incendie et le moment présent. J'ai remarqué de petites choses à la place, son téléphone en charge sur le comptoir derrière lui, un verre avec des ronds de condensation près de l'évier, des chaussures près de la porte qui n'étaient pas les miennes. Quand Camille a entendu ma voix, tout a changé. Je ne l'ai pas élevée. Je n'ai pas crié. J'ai simplement dit son nom comme je le faisais toujours en rentrant à la maison. C'était suffisant. Elle est apparue au bout du couloir et s'est arrêtée si brusquement que c'en était presque contre nature. Sa posture s'est raidie. Son visage a perdu ses couleurs. Pendant une brève seconde, ses yeux se sont tournés vers l'inconnu, puis sont revenus vers moi, comme si elle calculait la distance, le temps, les options. L'inconnu s'est alors écarté, me permettant enfin de voir toute la longueur de l'appartement que j'avais aidé à payer. Les coussins du canapé étaient réarrangés. La table basse était vide, à l'exception d'un courrier plié que j'ai reconnu comme une enveloppe de banque. L'air sentait différemment. Pas mauvais, juste inconnu. Je suis entré sans demander la permission. Personne ne m'a arrêté. Camille a de nouveau prononcé mon nom, cette fois plus doucement, plus lentement, comme si elle testait sa sonorité dans l'air. Elle a regardé mon équipement, mes mains, la suie séchée sur mon visage. Elle ne s'est pas avancée pour me serrer dans ses bras.
Elle n'a pas demandé si j'allais bien. L'inconnu nous observait avec une curiosité non dissimulée. J'ai demandé qui il était. La question est sortie, plate et factuelle. Je ne ressentais pas encore de colère, juste de la confusion superposée à l'épuisement. Elle a répondu trop vite. Un ami, quelqu'un du travail, quelqu'un qui était passé parce qu'elle s'inquiétait d'être seule. Rien de tout cela ne correspondait à la scène. Il savait où étaient les choses. Il savait que j'étais sapeur-pompier. Il savait qu'elle arriverait dans une seconde. Ce n'était pas la connaissance d'un visiteur occasionnel. J'ai enlevé ma veste et l'ai posée sur le dossier d'une chaise. De la cendre est tombée sur le sol. Camille a tressailli au son. Cette petite réaction m'en a dit plus que ses paroles. J'ai demandé à nouveau, plus lentement cette fois. L'inconnu a répondu pour elle. Il s'est présenté comme étant Julien. Il l'a dit comme si son nom avait sa place ici. Il a ajouté que Camille m'avait mentionné auparavant en passant, généralement en expliquant son emploi du temps ou pourquoi elle annulait des projets. Ce détail a été un coup dur. Il n'aurait pas dû en savoir autant, pas à moins d'avoir été là assez longtemps pour entendre ces conversations se dérouler naturellement. Je me suis tourné vers Camille. Elle secouait la tête, niant déjà des choses qui n'avaient pas été dites à voix haute. Ses mains se tordaient à sa taille. Elle paraissait plus petite que d'habitude, mais pas fragile, plutôt comme quelqu'un d'acculé. J'ai demandé depuis combien de temps. Elle a hésité juste assez longtemps pour que cela compte. C'est à ce moment-là que la réalité s'est installée. Pas comme un choc dramatique, mais comme une lourde certitude. Ce n'était pas une seule mauvaise décision ou un chevauchement inattendu. C'était un schéma, un remplacement déjà en cours. J'ai alors remarqué que certaines de mes affaires manquaient. La photo encadrée du voyage que nous avions fait l'été dernier avait disparu de l'étagère. Le sweat à capuche que je portais toujours à la maison était introuvable. Mes doubles de clés n'étaient pas sur le crochet près de la porte. Julien a mentionné qu'il s'était garé en bas et qu'il déplacerait sa voiture si nécessaire. Il l'a dit poliment, comme quelqu'un qui propose d'être arrangeant. Je lui ai dit que ce ne serait pas nécessaire. Camille s'est mise à parler plus vite. Elle a essayé d'expliquer la distance, les heures, comment mon travail rendait les choses difficiles. Elle a parlé de stress et de solitude et du fait que rien n'avait été prévu. Chaque phrase contredisait la précédente par de petits détails qui, ensemble, brossaient un tableau plus large qu'elle ne le voulait. Je lui ai demandé si quelqu'un d'autre était au courant. Elle a évité la question. C'était une réponse suffisante. Un voisin est passé devant la porte ouverte et a ralenti, sentant clairement la tension. Camille l'a remarqué et a reculé, baissant la voix, demandant si nous pouvions parler en privé. La demande arrivait trop tard. L'intimité avait déjà été abandonnée. Je lui ai dit que je ne restais pas. C'est la première fois qu'elle a réagi vivement. Elle s'est alors avancée, tendant la main vers mon bras, s'arrêtant juste avant de me toucher. Ses yeux se sont de nouveau tournés vers Julien, qui était devenu silencieux, observant attentivement. Je lui ai demandé s'il comptait passer la nuit. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé Camille. Ce silence disait tout. J'ai ramassé ma veste et l'ai jetée sur mon épaule. Mon corps me semblait distant, comme si je regardais la scène se dérouler à travers une épaisse vitre. J'étais conscient de l'image que je devais leur renvoyer, épuisé, sale, déplacé dans ma propre maison. À la porte, je me suis arrêté et me suis retourné une dernière fois. J'ai dit à Camille que quelle que soit l'histoire qu'elle racontait aux gens, elle allait changer maintenant. Non pas parce que je comptais l'exposer ou faire une scène, mais parce que la vérité a une façon de faire surface d'elle-même une fois que suffisamment de personnes sont impliquées. Son visage s'est crispé. L'expression de Julien a légèrement changé. Je suis sorti sans claquer la porte. Dans le couloir, mon téléphone a vibré, un message d'un collègue me demandant si j'allais bien après l'intervention. Je l'ai fixé un long moment avant de répondre. Je ne savais pas comment expliquer que l'incendie n'était plus la pire chose dont je m'étais éloigné ce jour-là. En arrivant à l'ascenseur, j'ai réalisé que quelque chose d'autre avait changé. L'appartement n'était plus un endroit sûr où rentrer, et la vie que je pensais y construire avait déjà continué sans moi. Cette prise de conscience m'a suivi jusqu'au parking souterrain, lourde et inévitable. Il avait fallu des heures pour éteindre l'incendie.
ce qui attendait derrière cette porte brûlait depuis bien plus longtemps. Je ne suis pas retourné à l'appartement cette nuit-là. J'ai conduit sans destination jusqu'à ce que les rues cessent de me paraître familières et que le poids dans ma poitrine se relâche juste assez pour que je puisse respirer. J'ai fini par dormir dans mon camion, garé dans une rue latérale à quelques pâtés de maison de la caserne, car c'était le seul endroit qui me semblait encore neutre. La cabine sentait le vieux café et la fumée, ce qui était en quelque sorte plus facile à tolérer que l'odeur inconnue de ma propre maison. Quand le matin est venu, mon corps s'est réveillé avant mon esprit. La mémoire musculaire a pris le relais à la même routine que chaque jour de garde, sauf qu'il n'y avait pas d'équipement à enfiler et pas de partenaire qui attendait près de la baie des moteurs. Mon téléphone était déjà plein de notifications manquées. Camille avait appelé plusieurs fois. Des messages ont suivi, empilés les uns sur les autres, chacun plus long que le précédent. Je ne les ai pas ouverts. Je savais qu'une fois que je le ferais, je serais replongé dans une version des événements façonnés pour lui convenir. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les choses pratiques. J'ai vérifié mon compte en banque assis dans le camion, l'écran éblouissant dans la lumière du matin. J'ai remarqué des débits que je n'ai pas reconnus tout de suite. Des petites sommes au début des cafés que je ne fréquentais jamais, un supermarché de l'autre côté de la ville puis des montants plus importants qui m'ont noué l'estomac, location de meubles, un abonnement à une salle de sport, un bouquet de services de streaming. Tout cela lié à des dates où j'avais été en garde prolongée. Je suis allé à la banque dès son ouverture. La guichetière était polie et efficace, expliquant l'activité du compte joint sur un ton neutre qui suggérait qu'elle avait déjà vu ce schéma. Le compte était toujours actif. Aucune alerte n'avait été déclenchée car rien, techniquement, ne violait l'accord. L'autorisation avait été partagée. J'ai alors réalisé à quel point mon absence avait été utilisée contre moi. Non pas comme une arme, mais comme une permission. Au moment où j'ai quitté la banque, mon téléphone avait recommencé à vibrer. Cette fois, c'était de la part de personnes que je n'attendais pas, un cousin me demandant si j'allais bien, un ami de l'école des sapeurs-pompiers prenant de mes nouvelles avec une inquiétude qui semblait prudente. Quelqu'un du bureau de Camille, que je connaissais à peine, a envoyé un court message qui ressemblait à des excuses sans contexte. Quelque chose circulait déjà. Je suis allé à la caserne même si je n'étais pas de service. J'avais besoin de la familiarité rassurante de l'endroit. Le bâtiment sentait le désinfectant et l'huile. Les camions étaient alignés et prêts, silencieux pour une fois. Quelques-uns des gars ont levé les yeux quand je suis entré, leurs expressions changeant en remarquant ma présence. Personne n'a rien dit tout de suite. Finalement, l'un des lieutenants m'a pris à part. Il m'a demandé comment je tenais le coup après l'incendie de l'entrepôt. Son ton était prudent, du genre de celui qu'on utilise quand la question a plus d'un sens. J'ai répondu honnêtement sur l'intervention, en gardant tout le reste pour moi. Il a hoché la tête, puis a mentionné qu'un signalement avait été fait. Pas à propos de l'incendie, à propos de moi. Les mots ont atterri lentement. Le signalement contenait des allégations d'instabilité et de comportement agressif à la maison. Il était formulé comme une préoccupation, pas une accusation, ce qui le rendait plus difficile à rejeter d'emblée. Il a expliqué que le protocole exigeait que ce soit consigné, rien de plus à ce stade. J'ai immédiatement compris d'où cela venait. J'ai quitté la caserne avec un nœud qui se formait entre mes épaules. La trahison n'était plus contenue dans des limites personnelles. Elle avait commencé à s'infiltrer dans le seul endroit en qui j'avais toujours eu confiance. Cet après-midi-là, j'ai finalement écouté les messages de Camille. Elle parlait de malentendus, de timing, de la façon dont tout semblait pire que ce n'était. Elle a présenté la soirée comme une coïncidence aggravée par le stress. Elle a évité les détails et a insisté lourdement sur le fait qu'elle se sentait dépassée. Elle n'a mentionné Julien qu'une seule fois, le décrivant comme quelqu'un qui était intervenu pour l'aider quand elle avait besoin de soutien. Il n'y avait aucune mention des finances. Quand je suis passé devant l'appartement plus tard dans la journée, je ne me suis pas arrêté. Au lieu de cela, j'ai observé depuis l'autre côté de la rue pendant quelques minutes. Julien est sorti, portant un sac de sport qui semblait bien usé. Il a verrouillé la porte derrière lui sans hésitation. Cette image m'est restée en tête plus longtemps qu'elle n'aurait dû. J'ai passé les jours suivants à recueillir tranquillement des informations sans fouiller, sans confronter, juste en observant. J'ai appris que Julien travaillait dans un service voisin de celui de Camille dans son entreprise. Il avait été muté récemment.
son emploi du temps s'alignait de manière suspecte avec le mien, coïncidant avec la plupart des soirs où j'étais en intervention tardive. Les gens de son bureau étaient au courant pour lui depuis des semaines. Certains pensaient que nous étions déjà séparés. D'autres croyaient que j'étais difficile, distant, imprévisible. Ces histoires ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles avaient été plantées avec soin, répétées jusqu'à ce qu'elles semblent vraies. J'ai contacté un ami qui s'occupait de conseils en gestion de patrimoine en parallèle de son activité. Nous avons examiné les comptes ensemble. Il a souligné des schémas que j'avais manqués, la façon dont les achats augmentaient progressivement, testant les limites, la façon dont les fonds communs étaient utilisés pour mettre en place ce qui ressemblait à un foyer parallèle au sein du mien. La prise de conscience a fait moins mal que je ne l'attendais. Elle a remplacé l'émotion par la clarté. Camille a demandé à ce qu'on se rencontre en personne. Elle a suggéré un lieu public, ce qui m'a indiqué qu'elle voulait contrôler le cadre. J'ai accepté, choisissant un endroit près de la caserne où je me sentais stable. Elle est arrivée en retard, habillée avec soin comme quelqu'un qui se rend à un entretien d'embauche. Son expression oscillait entre l'inquiétude et la défense. Elle a parlé d'amour et de notre histoire, de la façon dont elle n'avait jamais voulu que les choses dégénèrent. Elle a affirmé que Julien était temporaire, une erreur née de la solitude. Je lui ai demandé pourquoi mon nom était associé à des signalements pour instabilité. Son visage s'est crispé. Elle a dit qu'elle n'avait parlé qu'à quelques personnes, qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle voulait qu'ils prennent de mes nouvelles. Elle a présenté cela comme de la bienveillance. Je lui ai dit d'arrêter. La conversation s'est terminée sans résolution. Elle est partie frustrée. Je suis parti avec une confirmation. En moins d'une semaine, les choses ont de nouveau escaladé. Le signalement est devenu un examen administratif. Pas disciplinaire, mais suffisant pour me retirer temporairement du service actif. C'était présenté comme une précaution pour ma disponibilité opérationnelle après une intervention traumatisante. Sur le papier, c'était logique. En réalité, j'avais l'impression qu'une porte se fermait doucement. Julien s'est alors montré plus ouvertement. Sa voiture apparaissait régulièrement dans mon ancienne place de parking. Camille a cessé de prétendre que la discrétion importait. Le passage du secret à la confiance a été brutal. J'ai appris par une connaissance commune qu'elle avait déjà parlé à un agent immobilier, non pas pour vendre, mais pour discuter des options. Cette nuit-là, j'ai emballé le reste de mes affaires pendant qu'ils étaient partis. J'ai agi efficacement, en évitant le sentimentalisme, vêtements, documents, objets personnels. J'ai laissé les meubles communs intacts. Je n'ai pas laissé de mots. En chargeant la dernière boîte dans mon camion, j'ai remarqué une voisine qui observait depuis son balcon. Elle a détourné le regard rapidement, mais le message était clair. Les gens faisaient attention maintenant. L'histoire n'était plus privée. Ce que Camille et Julien ne réalisaient pas encore, c'est que chaque pas qu'ils faisaient rendait la vérité plus facile à tracer. Leur confiance créait des schémas. Leur coordination laissait des preuves derrière elle. Je n'avais pas besoin de les confronter à nouveau. La situation avait dépassé le stade des disputes personnelles. L'incendie m'avait appris quelque chose d'important sur le confinement. Quand quelque chose brûle sans contrôle, il atteint finalement un point où il expose tout ce qui y est connecté. Ils avaient atteint ce point, et les conséquences n'allaient plus rester derrière des portes closes. Le passage de la rumeur au dossier officiel s'est fait discrètement, comme le font généralement les dommages sérieux. Un jour, j'étais temporairement réaffecté sous prétexte d'un examen post-incident, et le lendemain, mon badge d'accès n'ouvrait plus toutes les portes qu'il ouvrait auparavant. Aucune annonce n'a été faite, aucune accusation n'a été prononcée à voix haute. Le changement vivait dans les procédures, dans les formulaires, dans des conversations polies qui prenaient soudain un poids juridique. On m'a demandé de fournir une déclaration sur mon état psychologique. La demande venait d'un administrateur que je connaissais depuis des années, quelqu'un qui m'avait vu travailler sur des incendies qui poussaient les gens au-delà de leurs limites. Il a présenté cela comme une routine. J'ai mieux compris. Une fois qu'une préoccupation est documentée, elle crée une trace écrite qui ne peut être effacée par de bonnes intentions. Les allégations elles-mêmes étaient vagues, ce qui les rendait dangereuses, volatilité émotionnelle, difficulté à séparer le stress du travail du comportement personnel, rapport de tension à la maison. Rien de tout cela ne pouvait être facilement réfuté car rien ne décrivait un incident spécifique.
Cela peignait un tableau sans tracé de ligne. Je savais d'où cela venait, mais le savoir ne rendait pas la contre-attaque plus facile. J'ai demandé des copies de tout ce qui était lié au signalement. Cela a ralenti les choses. Les demandes le font toujours. Pendant que les administrateurs examinaient les politiques et les délais, je me suis concentré sur la seule chose qui était encore entièrement sous mon contrôle, les faits. J'ai rassemblé mes fiches d'intervention, mes plannings de garde et mes rapports d'incident de l'incendie de l'entrepôt et des semaines qui l'ont précédé. J'ai construit une chronologie qui montrait exactement où j'avais été et quand. De longues heures, des gardes de nuit consécutives, des heures supplémentaires obligatoires non pas comme une défense, mais comme un contexte. En même temps, d'autres éléments ont commencé à faire surface d'eux-mêmes. Une collègue du bureau de Camille a pris contact, anonymement d'abord, puis, après un court échange, ouvertement. Elle a dit qu'elle se sentait mal à l'aise avec la façon dont la situation avait été décrite en interne. La version partagée ne correspondait pas à ce qu'elle avait vu. Elle a mentionné des conversations où Camille parlait de la nécessité d'établir une distance avant que les choses ne deviennent officielles avec Julien. Elle se souvenait de ces mots parce qu'ils avaient été dits nonchalamment, comme si le plan était déjà décidé. Cette formulation était importante. Un autre message est venu de quelqu'un d'autre du même immeuble. Celui-ci mentionnait directement Julien. Il avait été présenté comme le compagnon de Camille des semaines avant même que je ne rentre chez moi et ne frappe à cette porte. Le « fiancé sapeur-pompier » était mentionné comme une complication, pas comme une personne. J'ai tout documenté, date, nom, capture d'écran lorsque c'était possible. Je ne les ai pas encore partagés. Pendant ce temps, Camille a intensifié ses actions. Elle a contacté quelqu'un de plus haut placé dans mon service départemental, quelqu'un qu'elle connaissait par le biais d'un événement caritatif des années plus tôt. La conversation a de nouveau été présentée comme une préoccupation. Elle a exprimé sa crainte pour sa sécurité, citant une imprévisibilité émotionnelle plutôt que des actes physiques. C'était formulé avec soin, presque répété. C'est à ce moment-là que la situation a dépassé les bornes. La peur, une fois exprimée dans un contexte officiel, exigeait une réponse. J'ai été placé en congé administratif prolongé en attente d'évaluation. Mon casier a été scellé. Mon nom a été temporairement retiré des tableaux de service actifs. L'explication était procédurale, mais le résultat semblait personnel. Julien a commencé à apparaître plus ouvertement connecté à sa vie publique. Des photos ont fait surface en ligne de rassemblements auxquels je n'avais jamais été invité. Il se tenait près d'elle. Sa posture disait la permanence. Les commentaires sous ces publications traitaient la relation comme établie de longue date. J'ai observé tout cela sans réagir. Le processus d'évaluation avançait lentement. C'est toujours le cas. J'ai rencontré un psychologue désigné par le service, quelqu'un de neutre dont le travail n'était pas de juger, mais seulement d'évaluer l'aptitude opérationnelle. Nous avons parlé de l'incendie, du stress accumulé, de ma réaction à la trahison sans utiliser ce mot. J'ai répondu honnêtement, en m'en tenant aux événements vérifiables. En même temps, Camille a déposé une déclaration complémentaire. Celle-ci incluait une affirmation selon laquelle elle avait envisagé de quitter l'appartement plus tôt mais craignait ma réaction. Encore une fois, aucun incident n'a été cité, juste une insinuation. Cette déclaration a déclenché un examen séparé. On m'a conseillé de prendre un avocat, non pas parce que des poursuites étaient imminentes, mais parce que le chevauchement entre l'examen professionnel et l'allégation personnelle créait une vulnérabilité. J'ai suivi ce conseil. L'avocat a écouté attentivement. Il a posé des questions précises. Il m'a expliqué quelque chose d'important dès le début, les faux récits s'effondrent souvent sous leur propre poids, mais seulement si on leur permet de progresser suffisamment pour se contredire. Interrompre trop tôt les renforce parfois. Alors, j'ai attendu. Les contradictions sont apparues plus vite que prévu. Julien, maintenant confiant, a parlé trop librement lors d'un événement professionnel. Il a plaisanté sur la difficulté d'entrer dans une situation où quelqu'un d'autre était encore, techniquement impliqué. Quelqu'un a entendu. Quelqu'un s'en est souvenu. Ce commentaire est revenu aux oreilles des mêmes personnes à qui on avait dit que j'étais instable et imprévisible. Les chronologies ne correspondaient plus. Un examen financier lié au bail de l'appartement a ajouté une autre couche. Camille avait tenté de retirer mon nom sans préavis approprié,
citant des préoccupations qui ne correspondaient pas aux exigences du bail. Cette tentative a été documentée, tout comme la raison qu'elle a donnée. Lorsqu'on lui a demandé de clarifier, elle a fourni une explication différente de celle déjà consignée. Ces incohérences comptaient. Mon avocat a demandé un examen consolidé, liant les allégations personnelles aux implications professionnelles. Cela a forcé la communication entre des services qui avaient auparavant fonctionné séparément. Les informations qui avaient été cloisonnées étaient maintenant partagées. Le récit a commencé à se fracturer. J'ai été de nouveau convoqué, cette fois pour répondre à des questions non pas sur mon comportement, mais sur les déclarations de Camille. Le ton avait changé. Il y avait maintenant du scepticisme, non pas dirigé contre moi, mais contre la situation dans son ensemble. Julien a disparu des réseaux sociaux peu de temps après. Les photos ont été retirées. Les comptes sont passés en mode privé. Ce genre de nettoyage arrive toujours trop tard. Un dernier élément est arrivé de manière inattendue. Une voisine de l'immeuble a soumis un témoignage de sa propre initiative. Elle a décrit plusieurs soirées où Camille et Julien se disputaient bruyamment, parfois à propos du calendrier, parfois à propos d'argent. Elle a mentionné ne m'avoir vu qu'une seule fois pendant toute cette période, la nuit où j'ai frappé à la porte. Cette observation a sapé l'image de tension constante qui m'était attribuée. Au moment où les examens se sont conclus, la forme de la situation avait complètement changé. L'inquiétude qui se concentrait autrefois sur ma stabilité se portait maintenant sur la crédibilité des affirmations faites contre moi. J'ai été autorisé à réintégrer mes fonctions, en attente d'une dernière étape administrative. Camille a été informée du résultat avant moi. Sa réaction a été immédiate. Elle a tenté de rétracter ses déclarations antérieures, les reformulant comme des malentendus amplifiés par le stress. Les rétractations n'avaient pas le même poids que les originaux. Julien a coupé les ponts peu après. Son absence a été soudaine et complète. Les gens l'ont remarqué. Quand je suis retourné à la caserne pour récupérer mes affaires, l'atmosphère avait de nouveau changé. Les conversations ont repris. Les portes se sont ouvertes. L'endroit me semblait familier d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis la nuit où je suis rentré couvert de suie. Le mensonge avait eu besoin de témoins pour survivre. Une fois que ces témoins ont confronté leur version, il n'a pas pu tenir. Ce qui restait maintenant, c'était des conséquences que personne ne pouvait aplanir discrètement. Les décisions finales ne sont pas arrivées de manière spectaculaire. Elles sont venues par courriel, documents tamponnés et réunions tranquilles qui ont duré moins longtemps que les dommages qu'elles traitaient. J'ai été entièrement réintégré, mon statut restauré sans condition, mon dossier modifié pour refléter que les allégations manquaient de fondement. La formulation était importante. Cela signifiait que l'histoire ne pouvait plus être racontée comme elle l'avait été auparavant. Retourner à la caserne en tant que personnel actif de nouveau m'a procuré un sentiment de stabilité plutôt que de triomphe. Les moteurs étaient plus bruyants que dans mon souvenir. Le sol vibrait sous mes bottes d'une manière qui manquerait. Les gens hochaient la tête. Quelques-uns m'ont tapé sur l'épaule. Personne n'a demandé de détails. Dans cet endroit, les résultats parlent d'eux-mêmes. Camille n'a pas eu le même type de résolution. Son employeur a lancé une enquête interne une fois que les informations partagées ont circulé entre les services. Le problème n'était pas seulement la conduite personnelle, c'était la fausse déclaration qui avait affecté la situation professionnelle d'un autre employé en dehors de l'entreprise. Ce type d'exposition comportait des risques qu'il ne pouvait ignorer. Elle a été mise à pied, puis mutée, puis discrètement licenciée du poste qu'elle occupait depuis des années. La raison officielle ne me mentionnait pas. Ce n'était pas nécessaire. Le litige concernant le bail de l'appartement s'est terminé de la même manière. Mon nom a été retiré proprement. L'examen financier a découvert suffisamment d'irrégularités pour exiger un remboursement. Ce n'était pas punitif, c'était correctif. La somme en jeu n'était pas négligeable. Julien a complètement disparu de la situation. Pas lentement, pas avec des excuses. Il a cessé de répondre aux messages. Il s'est retiré des cercles communs. Quelqu'un a mentionné qu'il avait de nouveau demandé une mutation. Quelqu'un d'autre a dit qu'il était déjà parti. La vitesse de sa sortie correspondait à la confiance de sa présence antérieure. Les deux étaient révélatrices. La version sociale des événements s'est corrigée d'elle-même sans mon intervention.
Les gens ont confronté leurs versions. Les chronologies se sont alignées. Ce qui avait été autrefois présenté comme de l'inquiétude a été reconnu comme de la manigance. La sympathie a changé en conséquence. Les invitations ont cessé d'arriver pour Camille. Les conversations se terminaient tôt. La même discrétion qui l'avait autrefois protégé l'isolait maintenant. Je ne l'ai pas confronté à nouveau. Il n'y avait plus rien à clarifier. Les fiançailles ont été rompues par les voies standards. Les bagues et les documents ont été échangés par des intermédiaires. Le processus a été efficace, presque impersonnel, ce qui me convenait. Je ne voulais pas d'une clôture sous forme de conversation. Je voulais une séparation définitive. Il y a eu aussi des conséquences plus discrètes, du genre qui ne génèrent pas de paperasse. La famille de Camille a pris contact une fois, non pas pour se disputer ou défendre, mais pour demander ce qui s'était passé. J'ai expliqué seulement ce qui était nécessaire, en m'en tenant aux événements plutôt qu'à l'interprétation. L'appel s'est terminé poliment. Il n'a pas continué. Quelques semaines plus tard, je l'ai croisée de manière inattendue dans un supermarché. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir, non pas physiquement, but dans sa posture. Elle m'a remarqué et s'est détournée rapidement. Le moment est passé sans reconnaissance. C'était suffisant. La vie a repris un rythme différent après cela. Pas meilleur au sens dramatique du terme, mais plus clair. Mon emploi du temps s'est normalisé. Le sommeil est revenu par tranches plus longues. Les séquelles de l'incendie de l'entrepôt se sont estompées, remplacées par la tension routinière qui accompagnait le travail, et ne me suivait plus à la maison. Le service départemental a officiellement clos l'incident. Le dossier a été archivé. La formation a repris. De nouveaux appels sont arrivés. Le travail a rempli l'espace qui avait été vidé. Les gens me demandaient de temps en temps comment j'allais. Je répondais honnêtement. Je fonctionnais. J'étais concentré. J'étais présent. Ces réponses les satisfaisaient. Ce qui m'est resté, ce n'est pas la colère ou le regret, mais la compréhension de la rapidité avec laquelle les récits peuvent se former lorsque l'absence crée une opportunité. J'avais cru que la constance suffisait. J'avais cru que le fait d'être présent quand cela comptait serait automatiquement reconnu. L'expérience a corrigé cette hypothèse. La confiance, j'ai appris, ne s'érode pas bruyamment. Elle s'amenuise progressivement, se redistribue tranquillement jusqu'à ce qu'un jour, la porte s'ouvre sur quelqu'un d'autre. J'ai déménagé dans un endroit plus petit, plus près de la caserne. Il y avait moins de pièces et moins d'histoires. Cela me convenait. Je l'ai meublé simplement. Je n'ai rien gardé qui appartenait à une autre version de ma vie. La première fois que je suis rentré chez moi après une garde tardive et que j'ai déverrouillé la porte moi-même, le silence m'a semblé mérité. L'incendie qui a tout déclenché est devenu un point de référence plutôt qu'une blessure. Nous en parlions encore pendant les sessions de formation. Des leçons ont été tirées, les procédures ont été mises à jour, et le travail a continué. Moi aussi. Les conséquences avaient fait leur œuvre sans spectacle. Des carrières se sont ajustées. Des relations se sont dissoutes. Des histoires ont perdu leur public. Et quand je